Bien, ça va être rapide. On atteint presque une sorte de vitesse de croisière totalement acceptable dans cet épisode où, une fois de plus, ça prend le temps de poser vraiment ces scènes. En espérant que ce soit pas toujours aussi lent une fois de plus, mais bon, c'est pas impossible que ça respecte ce qu'a fait la saison précédente là-dessus, et où c'est juste nos personnages qui discutent, qui apprennent un peu à se connaître, qui apprennent à montrer leurs relations, et j'ai rien de mauvais à dire là-dessus. Ça commence, et c'est vraiment trois blocs qui suivent, il n'y a pas de complexité morceau par morceau, etc. Ça commence sur Saifa et Trevor qui discutent un petit peu sur la suite des événements. Est-ce qu'on reste ici pour faire une pause? Est-ce qu'on continue nos aventures en se recensant un petit peu ce qu'ils ont fait, les trucs un petit peu dingues qu'ils ont vus? Et le seul truc à reprocher dans l'écriture de cet épisode, c'est le fait qu'il mentionne dans les différentes créatures bizarres qu'ils ont rencontrées, des boucs ailés qui chiaient des boules de feu. C'est-à-dire leur merde enflammée qui nous balançait dessus et ils discutaient de ça pendant un petit moment, genre pendant une minute on discute de ça et tu sais que les chèvres c'est quand même bizarre, il y a des gens qui veulent coucher avec, tu sais, j'en ai entendu parler, ça fait, c'est référence donc à la conversation qu'il a entendue dans la saison 1 et je me dis ouais, super rappel. Une fois de plus, ce genre de détails matures, inutiles, superflus, vraiment, c'est pas la peine. Mais en dehors de ça, qu'on soit bien d'accord, on sent une vraie dynamique naturelle entre eux. On sent qu'ils se complètent bien dans leur mentalité et que maintenant ils se connaissent totalement et qu'il y a cette intimité personnelle entre eux qui passe nickel en dépit de ce petit détail du book, quoi. Et ils finissent par être un peu captés par le juge de la ville qui leur fait part de ses inquiétudes. Il dit bon, vous êtes qui exactement? Et Saifa finit par dire la vérité. Ça n'a pas duré longtemps le secret, parce que bon, ils ont un petit peu moins peur du juge que des moines par rapport à ça. Et c'est là que le juge leur raconte qu'il a pas mal de doutes sur le prieuré et qu'il aimerait bien qu'on enquête dessus, hein, parce que c'est quelqu'un qui est quand même très organisé dans ses troupes pour protéger le village. On met un flashback où il luttait contre des monstres qui ont attaqué le village, j'imagine, peu de temps après l'insurrection de Dracula. Et il se débrouillait bien, il avait même la bonne petite tactique qu'on met en place, c'est-à-dire on met du sel et de la merde sur les lames de nos armes pour que donc le sel atteigne les créatures, puisque c'est une faiblesse qu'on a mise en place dans la saison 1, et aussi que ça infecte bien la plaie, quoi. De mettre ce genre de choses. Donc il y a une logique derrière, c'est pas juste pour être dégueu, quoi. C'est bien. Et bon, il se débrouille bien, seulement le chef des monstres a fini par se barrer un petit moment et être entré dans le prieuré du coin, justement, où il sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un espèce de blanc, un silence incroyable, et au bout d'un moment, il y a eu une grande lumière et tout le monde est sorti avec le reste castiné de la créature et il sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est après ça que les moines sont devenus des fanatiques de Dracula et qu'ils ont un peu attiré les prêtres esselés qui n'avaient plus d'espoir pour rejoindre leur rang et former de plus en plus de moines à leur cause, ce qui fait de plus en plus peur aux juges qui auraient bien besoin de savoir ce qui se passe de ce côté-là. Il aurait besoin de quelqu'un de neuf, de frais dans la ville pour enquêter auprès d'eux. C'est pour ça qu'il parle à Saifa et Trevor en appuyant bien que c'est pas non plus un enfant de cœur le gars, hein. On voit quand même que c'est quelqu'un d'assez juste, mais il est très dur dans sa façon de gérer ses troupes. On essaye de montrer aussi dans ce cadre très exceptionnel, très sombre, que ce type qui a l'air quand même d'être plus sympa que méchant est loin d'être sans défaut, est loin d'avoir rien à redire, quoi. C'est quelqu'un qui semble maltraiter, forcer un petit peu ses troupes pour qu'ils le suivent. Et c'est bien d'appuyer ça, d'appuyer qu'il y a ce côté gris chez les personnages, même du bon côté, semble-t-il, parce que si ça se trouve, ça va être un connard à la fin, mais je pense que oui, on essaie de le dépeindre plus comme un allié que comme un ennemi, ce gars-là. Je trouve ça intéressant, Mais bon, Saifa, en voyant cette espèce de quête qu'il aurait donnée et être un petit peu traitée d'aventurière, d'héroïne qui pourrait les aider, elle est totalement excitée, étoile dans les yeux, et convainc assez vite Trevor de participer à cette grande aventure en plus avec lui, parce que
Elle adore se sentir utile. On appuie vraiment ce côté très exaltant pour elle d'aider les gens, de faire ce genre de choses. Et voilà, ça appuie très bien cette relation-là. Ça fait bien progresser la situation mise en place à Lindenfeld. Et ça met bien en place l'implication de nos héros par rapport à ça, en ayant bien appuyé, instauré un petit peu ce qu'il en était pour les autres personnages. C'est bien, c'est très bien. D'un autre côté, donc, deuxième segment, on va suivre Isaac dans son voyage sur les mers avec le capitaine qui n'a toujours pas de nom. Ça, c'est un truc qu'il a dit dans l'épisode précédent, je n'ai pas de nom. Enfin, mon nom n'est pas important, je m'en souviens plus. Donc apparemment, ça va être le petit délire. Peut-être qu'il aura une implication importante, je pense pas. C'est plutôt quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui essaye de trouver de l'intérêt dans le monde et qui s'intéresse à l'histoire d'Isaac parce que c'est quelqu'un de pas banal. Isaac qui finit donc par lui confier un petit peu sa vie, quoi. Il raconte un petit peu le résumé de ce qu'il a vécu dans les saisons précédentes, même dans l'épisode précédent pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc voilà, je vrai pour Dracula, je suis un maître forgeron, je fais ci, je fais ça. Il dit aussi que c'est un soufi. C'est pas exactement un musulman, c'est un soufi, c'est une autre religion en lien avec Mahomet et le Coran. Je suis pas un spécialiste, hein. Ceux qui connaissent bien le soufisme pourront en parler plus en détail, mais bon, ça explique que, ça implique en tout cas cet épisode que certains pratiquants du soufisme se flagellent. Donc ça explique son comportement dans la saison 2 à cet égard-là. Enfin bref, quoi, il finit par raconter déjà le principe de son pouvoir, en plus de ce qu'on sait déjà, hein, parce qu'une fois de plus c'est un grand résumé de ce qu'il a vécu, le résumé de son pouvoir comme quoi il ne peut appeler les démons de l'enfer pour habiter un corps humain qu'en étant humain lui-même. Il faut une connexion avec les humains pour parvenir à faire ça, et ça explique ses pouvoirs de forgeron, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc c'est un truc, je me doutais que c'était le cas, hein. Je me doutais que la raison pour laquelle Isaac et Hector n'ont pas été transformés en vampires, en dépit du fait qu'ils voient les humains de très haut, c'est que leurs pouvoirs de forgeron ne peuvent pas marcher s'ils sont vampires. Donc au moins on a la confirmation de ça, hein. Ça me paraissait évident, mais c'est cool de le confirmer. Et ouais, on voit qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Il veut se venger totalement de Carmilla et très certainement d'Hector. Mais après, il ne sait pas exactement quoi faire. Et c'est là que le capitaine lui dit, est-ce que vous comptez faire ce que votre maître voulait faire, c'est-à-dire exterminer les humains? Il dit, sans doute. Mais c'est là qu'il finit par lui balancer. Vous savez, lorsqu'on n'a pas d'histoire, on joue juste un rôle dans celle d'un autre. Et il essaye un petit peu de lui suggérer de se créer sa propre histoire, de reconnaître que malgré les problèmes de cruauté humaine, qui est très importante, hein, il y a quand même moyen d'améliorer les gens et de garder quand même le bon que certains peuvent promettre, hein, en revenant un petit peu sur ces confrontations dans l'épisode précédent. Ce qui, une fois de plus, me paraît un petit peu gros de la part d'Isaac, parce que voilà, les soldats, ils ont eu peur de ces monstres de façon compréhensible, mais c'est pas non plus comme si ils l'avaient ultra maltraité par rapport à ça. Mais voilà, on va faire la comparaison entre le revendeur qui l'a bien traité et les soldats qui l'ont pas bien traité, pour que le capitaine lui fasse comprendre qu'il pourrait être un petit peu le chef de sa propre histoire en pouvant conquérir un petit peu le monde, semble-t-il, et permettre aux humains qui resteraient de partir vers le bon chemin. Histoire de dire que voilà, sa voie de la destruction n'a pas à être totale et qui pourrait faire en sorte de conserver une partie de la bonté humaine qui existe malgré tout en se débarrassant de la cruauté. De façon directe pour beaucoup, parce qu'il suggère bien que, oui, buter la grande majorité des humains, ok, mais une petite partie qui pourrait bien s'en sortir, ce serait pas mal. Alors, c'est pas ce que j'appellerais du grand art en termes de développement scénaristique, parce que quand on y pense, c'est quand même de la considération philosophique ultra basique, mais j'apprécie beaucoup la façon dont c'est montré dans le dialogue, parce qu'on voit que ce sont des érudits l'un comme l'autre, hein. On voit que le chef, le capitaine a roulé sa bosse, et que Isaac aussi, donc il y a une vraie érudition dans leur langage, dans leur dialogue, qui rend ça assez délectable à suivre, je vous cache pas. En dépit du fait que ça raconte pas grand chose, c'est juste Isaac qui raconte sa vie, et le capitaine qui lui dit, vous savez, vous pouvez peut-être réfléchir
a une autre voix que celle de Dracula. Mais c'est cool la façon dont c'est dit. Et je vous cache pas que ça fait plaisir de traiter deux séries à la suite où le travail sur le dialogue est bien fait. C'est un plaisir de suivre le texte qui est dit et le naturel, la verve avec laquelle nos personnages le font passer la plupart du temps. S'il n'y avait pas ce besoin de maturité un petit peu grossier par moment dans le langage, je trouve qu'il n'y aurait rien à redire sur les dialogues de nos personnages et que ce serait un point positif magistral. Mais tel que ça reste très bon. Hein. Sinon, maintenant que c'est fait, on passe au troisième et dernier segment où Lénore, donc la plus chétive des vampires, vient s'adresser à Hector dans sa prison en se montrant plus gentille, plus douce, plus calme, en disant hey, c'est pas comme ça qu'il faut le traiter, et en lui proposant de mieux manger que ce qu'on lui a proposé. Alors, il y a du dialogue là aussi très bien fait où elle essaye de l'amadouer, elle essaye de se montrer plus gentille pour qu'il puisse la suivre, qu'ils puissent peut-être être de leur côté. Et si ça semble marcher au début, on voit qu'Hector, il va pas non plus gober à l'hameçon facilement, et il essaye de profiter de l'approche de celle-là pour l'attraper et la menacer de le faire sortir. Ce qui ne marche pas, puisqu'elle a ce super pouvoir de se transformer en tas de chauves-souris, et puis en brume après. C'est un peu bizarre pourquoi elle se transforme en chauve-souris la première fois, puis en brume la seconde. C'est un peu bizarre. Elle peut faire les deux, on va dire, elle peut faire les deux, pour facilement se défaire de ça et lui péter la gueule. En disant, ok, je sais que mes sœurs sont considérées comme des grosses brutes qui font peur et que moi, je passe pour la gentille qu'on peut facilement défaire à côté, mais faut pas me manquer de respect comme ça, j'espère que tu l'as bien compris, mon gars. Histoire de bien appuyer sa puissance et de bien se poser en tant que personnage qui en envoie. Très bon passage où, une fois de plus, Hector s'en prend plein la gueule et on a de la peine pour lui, et où, le personnage se cimente bien. Lénore, je vais me souvenir d'elle maintenant. C'est sûr. Et oui, globalement, un épisode bien, sur lequel j'ai pas grand chose à redire. La seule chose qui l'empêche vraiment de faire partie des extraordinaires de l'absolu, même si c'est vraiment pas loin, c'est que ça raconte pas des masses de choses, ça pose juste des moments de personnages en fait, des moments de personnages qui sont suffisamment significatifs mais pas ultra puissants. Ça pose des choses de façon solide et bien faite, mais les choses que ça pose, c'est pas le plus faramineux. Et c'est la seule chose que j'aurais à redire, mais globalement, c'est très bien fait, très bien mis en scène, très bien écrit, très bien joué. Et c'est très bon, c'est très bon. En espérant que ça se poursuive sur cette voie-là, parce que là, je commence à avoir un regain d'intérêt et un regain d'espoir sur la puissance des conflits qu'on pourrait mettre en place avec ça, et j'ose espérer que ce sera satisfaisant par la suite. A bientôt pour l'épisode 4. Bye!